Bonsoir à tous, bonsoir ou bonjour, suivant le moment auquel vous allez regarder cette vidéo. On se plonge dans Gavalda, dans Anna Gavalda. Je voudrais que quelqu'un m'attende quelque part, puisqu'on a commencé en lecture et compréhension à voir ces différentes nouvelles. On va ce soir lire, enfin je vais lire, pendant des années, page 101, c'est l'ancienne édition, mais je crois que la pagination est la même sur la nouvelle, donc page 101, pendant des années. Je vais procéder comme d'habitude, lire des parties, des paragraphes, plusieurs paragraphes peut-être. Généralement, elle coupe sa narration par des sauts de ligne, c'est-à-dire que d'un seul coup il y a un blanc qui nous permet de dire voilà, on se déplace dans le temps, on avance un peu plus avant dans l'histoire, et je reverrai l'explication du texte à chaque fois. Si je lisais tout d'un seul coup, je pense que vous seriez beaucoup à être rapidement perdu. Donc voilà, pendant des années, page 101, à la vôtre, c'est du thym pour ma gorge. C'est parti. Pendant des années, j'ai cru que cette femme était en dehors de ma vie. Pas très loin peut-être, mais en dehors. Qu'elle n'existait plus, qu'elle vivait très loin, qu'elle n'avait jamais été aussi belle que ça, qu'elle appartenait au monde du passé. Le monde de quand j'étais jeune et romantique, quand je croyais que l'amour durait toujours et que rien n'était plus grand que mon amour pour elle. Toutes ces bêtises. Alors, voilà, donc un double paragraphe d'introduction où on sait tout de suite très vite de quoi il est question. On a un homme, comment est-ce qu'on sait que c'est un homme? J'étais jeune et romantique, non, c'est pas spécialement masculin. Mon amour pour elle, donc ça veut dire qu'on est sur un présupposé, on part du principe que ce sont des hétérosexuels, donc c'est un homme qui parle, et qui nous dit qu'il a été amoureux d'une femme. Apparemment, ça n'a pas duré ou ça n'a pas marché. Je ne pense pas qu'il y ait de difficultés syntaxiques ou de vocabulaire, donc je poursuis. J'avais 26 ans et j'étais sur le quai d'une gare. Je ne comprenais pas pourquoi elle pleurait tant. Je la serrais dans mes bras et m'engouffrais dans son cou. Je croyais qu'elle était malheureuse parce que je partais et qu'elle me laissait voir sa détresse. Et puis, quelques semaines plus tard, après avoir piétiné mon orgueil comme un malpropre au téléphone, ou en gémissant dans des lettres trop longues, j'ai fini par comprendre. Là, c'est un peu plus difficile. J'avais 26 ans, j'étais sur le quai d'une gare, ok. Je ne comprenais pas pourquoi elle pleurait tant. Je la serrais dans mes bras et m'engouffrais dans son cou. S'engouffrer, il y a un gouffre au milieu. S'engouffrer, c'est se plonger dans quelque chose d'étroit, peut-être confortable, mais pas certainement, mais quelque chose dans lequel on va être confiné, enfermé, tenu, serré. Je m'engouffrais dans son cou. Je croyais qu'elle était malheureuse parce que je partais et qu'elle me laissait voir sa détresse. En fait, quelques semaines plus tard, après avoir piétiné mon orgueil, piétiné, donc écrasé avec les pieds, mon orgueil, ma fierté, mienze, comme un malpropre comme quelqu'un de mal éduqué au téléphone, ou en gémissant, je suis malheureux, gémir, ça vient de Jérémiade, ça vient de Jérémie, enfin bref, dans des lettres trop longues, c'est-à-dire dans des explications trop longues, interminables, où on essaye de rattraper ce qui n'est pas rattrapable. Alors j'ai fini par comprendre. Par comprendre quoi? Par comprendre que ce jour-là, elle flanchait parce qu'elle savait qu'elle regardait mon visage pour la dernière fois, que c'était sur moi qu'elle pleurait, sur ma dépouille, et que la curée ne lui faisait pas plaisir. Alors, ma dépouille, c'est le corps de quelqu'un qui est mort. Donc c'est au moment où ils se sont séparés sur ce quai de gare, elle ne lui a pas dit, mais elle savait que c'était la dernière fois qu'ils se voyaient, que c'était une rupture, mais non, qu'elle n'avait pas le courage de lui dire.
et que la curée ne lui faisait pas plaisir. La curée, à ne pas confondre avec le curé. Le curé, c'est un homme religieux. La curée, c'est les chiens qui mangent l'animal qui a été abattu à la chasse. Par exemple, on tue un cerf ou un sanglier ou un animal sauvage et les chiens se jettent dessus. Ça, c'est ça la curée. C'est-à-dire quand quelqu'un a été attrapé, quelqu'un ou quelque chose, ou un animal ou un humain a été attrapé et qu'il est massacré par les chasseurs. Ça ne lui faisait pas plaisir. Pendant des mois, je me suis cogné partout. Je ne faisais attention à rien et je me suis cogné partout. Plus j'avais mal, plus je me cognais. J'ai été un garçon délabré, admirable. J'ai été un garçon délabré, admirable. Tous ces jours vides où j'ai donné le change. En me levant, en travaillant jusqu'à l'abrutissement, en me nourrissant sans faire d'histoire, en buvant des bières avec mes collègues et en continuant de rire grassement avec mes frères, alors que la moindre pichenette du moindre d'entre eux aurait suffi à me briser net. Mais je me trompe. Ce n'était pas de la vaillance, c'était de la connerie. Parce que je croyais qu'elle reviendrait, j'y croyais vraiment. Alors, pendant des mois, je me suis cogné partout. Se cogner, c'est au propre comme au figuré. C'est-à-dire qu'au propre, on se cogne dans les murs. Au figuré, on se cogne même dans sa tête. Tout va de travers, tout est compliqué, tout est maladroit, tout est imprécis, involontaire, désagréable. Il ne faisait attention à rien et se cognait partout. J'étais un garçon délabré, admirable. Délabré, on dit ça plutôt d'une maison qui n'a pas été entretenue, une maison qui est quasiment en ruine. Donc il a fait tout ce qu'il a fait, il l'a fait mécaniquement, rire grassement avec ses frères. Et rire grassement, c'est un peu un rire bête, des garçons qui rient ensemble à des choses qui ne sont pas forcément drôles. Avec mes frères, alors que la moindre pichenette c'est ça, ting, ting, c'est ça qui fait, aïe, arrête, pourquoi tu fais ça? C'est rien du tout. Mais lui, ça aurait suffi à le détruire tellement il était fragilisé par son chagrin d'amour. Et en fait, ce qu'il dit, c'est que c'est pas qu'il était courageux ou de tenir le coup, c'est qu'il était con. Gavalda aime bien ce mot-là, c'était de la connerie. Parce qu'il croyait qu'elle reviendrait. Il y croyait vraiment. Je n'avais rien vu venir et mon cœur s'était complètement déglingué sur un quai de gare un dimanche soir. Je n'arrivais pas à me résoudre et je me cognais dans tout et dans n'importe quoi. Les années qui ont suivi ne m'ont fait aucun effet. Certains jours, je me surprenais à penser « Tiens, c'est bizarre, je crois que je n'ai pas pensé à elle hier. » Et au lieu de m'en féliciter, je me demandais comment c'était possible, comment j'avais réussi à vivre une journée entière sans penser à elle. Son prénom surtout m'obsédait. Et 2 ou 3 images d'elle très précises, toujours les mêmes. C'est vrai, j'ai posé les pieds par terre le matin, je me suis nourri, je me suis lavé, j'ai enfilé des vêtements sur moi et j'ai travaillé, quelquefois. J'ai vu le corps nu de quelques filles, quelquefois mais sans douceur, émotion, néant. Néant, ça veut dire zéro, pas d'émotion. Il a eu une sexualité, il a eu des rapports sexuels, mais qu'on pourrait qualifier de mécanique. Je pense que dans ce passage-là, il n'y a rien de particulier. Enfin, en tous les cas, explicité. Et puis enfin, quand même, j'ai eu ma chance. Alors que ça m'était devenu égal. Je n'avais plus rien à foutre. C'est pas grave, je vais crever tout seul, machin, etc. Et d'un seul coup, la chance, évidemment, qui ne prévient pas, s'est présentée. Une autre femme m'a rencontré. Là, vous noterez que ce n'est pas lui qui rencontre une femme, c'est une autre femme qui le rencontre. Une autre femme m'a rencontré. Une femme très différente est tombée amoureuse de moi, qui portait un autre prénom et qui avait décidé de faire de moi un homme entier. Sans me demander mon avis, elle m'a remis d'aplomb et m'a épousé moins d'1 an après notre premier baiser.
échangé dans un ascenseur pendant un congrès. Une femme inespérée. Il faut dire que j'avais si peur. Je n'y croyais plus et j'ai dû la blesser souvent. Je caressais son ventre et mon esprit divaguait. Je soulevais ses cheveux et j'y cherchais une autre odeur. Elle ne m'a jamais rien dit. Elle savait que ma vie de fantôme ne ferait pas long feu. À cause de son rire, à cause de sa peau et à cause de tout ce fatras d'amour élémentaire et désintéressé qu'elle avait à me donner. Elle avait raison, ma vie de fantôme m'a laissé vivre heureux. Un petit peu plus complexe, il y a peut-être une clé là de chez Gavalda, un passage très simple, un passage un petit peu plus fouillé, un petit peu plus approfondi, un petit peu plus complexe. Alors, il rencontre une autre femme, il est rencontré par une autre femme, qui décide de le remettre d'aplomb. D'aplomb, c'est un terme de maçonnerie. Pour mettre quelque chose d'aplomb, on prend un fil à plomb, comme ça, pour le mettre bien droit, pour faire un mur bien droit. Donc, remettre quelqu'un d'aplomb, quelqu'un qui a bossé comme ça, et on le prend et on le remet d'aplomb. Cette femme a réussi à faire ça, sans lui demander son avis, c'est-à-dire que cette femme a décidé que cet homme serait l'homme de sa vie et lui s'est laissé faire. Une femme inespérée, donc, puisqu'il ne l'espérait plus. Elle savait que ma vie de fantôme ne ferait pas long feu. Faire long feu, c'est quelque chose qui ne durera pas. On croit que ça va durer, mais en fait, ça ne durera pas, comme un feu, le feu qui s'éteint. À cause de son rire, à cause de sa peau et à cause de tout ce fatras d'amour élémentaire. Fatras, c'est un mélange, un bordel d'amour, un bazar d'amour élémentaire avec tout ce que ça comporte. Les petites attentions, les bouquets de fleurs, les bisous, la vie des amoureux. Élémentaire, c'est-à-dire de base, et désintéressé qu'elle avait à me donner. Elle avait raison, ma vie de fantôme m'a laissé vivre heureux. Ça veut dire que, c'est ce qu'on va voir tout au long de cette nouvelle, tout au long de cette histoire, le personnage a une espèce de dédoublement, comme ça, de dédoublement de personnalité. Il a une part de lui-même qui continue de souffrir, qui continue à être au chevet de sa maladie d'amour, de son amour blessé, de son amour déçu, et une autre partie qui est celle du quotidien et qui fonctionne correctement. Elle est dans la pièce à côté en ce moment, elle est endormie. Professionnellement, j'ai réussi mieux que je ne l'aurais imaginé. Il faut croire que l'âpreté paye, que j'étais au bon endroit au bon moment, que j'ai su prendre certaines décisions, que je ne sais pas. En tout cas, je vois bien dans l'œil étonné autant que soupçonneux de mes anciens copains de promo que tout cela les déconcerte. Une jolie femme, une jolie carte de visite et des chemises coupées sur mesure, avec si peu de moyens au départ, ça laisse perplexe. Alors professionnellement, il s'en est bien sorti, il a réussi, il a gagné de l'argent. Il faut croire que l'âpreté paye. Âpre, c'est-à-dire rêche, rigide, sec, pas fun du tout. Pas marrant, pas drôle, pas d'humour, un peu sec, un peu triste. Et il était au bon endroit au bon moment, ça on connaît l'histoire. Et ses anciens copains de promo, donc voilà, les copains avec qui il est allé à la fac, à l'université, dans les écoles supérieures, tout cela les déconcerte, ils n'y croient pas. Ils ne s'attendaient pas à ce que ce personnage ait une jolie femme, une jolie carte de visite et des chemises sur mesure, tailor-made, en measures, avec si peu de moyens au départ. Peut-être qu'au départ, c'était tout simplement pas quelqu'un qui donnait l'impression qu'il allait réussir. Ça laisse perplexité, le doute, on se demande, on se questionne, tiens, c'est bizarre, on est perplexe. À l'époque, j'étais surtout celui qui ne pensait qu'aux filles, enfin, qu'à cette fille. Celle qui écrivait des lettres pendant les cours magistraux. À l'époque, j'étais surtout celui qui ne pensait qu'aux filles, enfin qu'à cette fille, celui qui écrivait des lettres pendant les cours magistraux et qui ne regardait pas les culs, ni les seins, ni les yeux, ni rien d'autre aux terrasses des cafés. Celui qui prenait le premier train pour Paris tous les vendredis et qui revenait triste et les yeux cernés le lundi matin en maudissant les distances et le zèle des contrôleurs.
plutôt Harlequin que Golden Boy, c'est vrai. Donc voilà, ce jeune garçon, il a eu un amour extrême, qui le faisait aller à Paris. Donc à nouveau, c'est un provincial qui le faisait aller à Paris tous les vendredis soirs, passer le week-end avec sa chérie, se dépensait beaucoup d'énergie. Et donc retourner en cours, les yeux cernés de fatigue, le lundi matin, en maudissant les distances, c'est long, ça prend du temps le train, et le zèle des contrôleurs, parce que peut-être qu'ils ne prenaient pas toujours son billet. Alors plutôt Harlequin que Golden Boy. Harlequin, je vois pas trop où elle veut en venir avec Harlequin. Un Harlequin, c'est un clown, un peu, c'est quelqu'un avec un costume bariolé, un personnage de théâtre, un petit peu, un comédien dell'arte. C'est un personnage pas sérieux, un peu, on peut se moquer de lui, un peu bouffon. Le bouffon, c'est celui dont on se moque et qui se moque. Plutôt Harlequin que Golden Boy. Alors là, le Golden Boy, ça c'est autre chose, c'est un mot, un terme évidemment américain qui est arrivé dans les années 80-90. C'était les premiers traders, les traders comme on dit en français, c'est-à-dire ceux qui gagnaient beaucoup d'argent soit en bourse, soit en manipulant des sommes d'argent pour des banques ou des choses comme ça. Donc, le Golden Boy, c'était le terme qu'on n'utilise plus beaucoup aujourd'hui. C'était le terme qui désignait la réussite matérielle, financière, outrancière, c'est-à-dire majeure. Quelqu'un qui d'un seul coup roule en Bentley, en Jaguar. Voilà. Lui, il était plutôt du côté clown. Comme je l'aimais, je négligeais mes études. Et comme je foirais mes études, entre autres flottements, elle m'a abandonné. Elle devait penser que l'avenir était trop incertain avec un type dans mon genre. Quand je lis mes relevés de banque aujourd'hui, je vois bien que la vie est une drôle de farceuse. Voilà, il l'aimait, comme il était très amoureux, il ne travaillait pas bien à l'école. Ça va plaire à vos parents, ça. Et comme je foirais mes études, foirer ses études, ça veut dire rater ses études, entre autres flottements, elle m'a abandonné. Elle n'a plus eu confiance, elle s'est dit que l'avenir avec un type comme ça ne le ferait pas. Et quand je lis mes relevés de banque aujourd'hui, que je vois tous ces zéros, je me dis que la vie est une drôle de farceuse parce que, contrairement à toutes les attentes, eh bien, j'ai beaucoup d'argent. Donc j'ai vécu comme si de rien n'était. Bien sûr, en souriant, il nous arrivait de parler entre nous, ma femme et moi, ou avec des amis, de nos années d'étudiants, des films et des livres qui nous avaient façonnés, de nos amours de jeunesse. Des visages négligés en cours de route et qui nous venaient à l'esprit par hasard. Du prix des cafés et de tout ce genre de nostalgie. Cette partie de notre vie posée sur une étagère. Nous y faisions un peu de poussière, mais je ne m'apesantissais jamais. Oh non. À une époque, je me souviens, je passais tous les jours devant un panneau qui indiquait le nom de la ville où je savais qu'elle vivait, avec le nombre de kilomètres. Tous les matins, en me rendant à mon bureau et tous les soirs en revenant, je jetais un coup d'œil à ce panneau. J'y jetais un coup d'œil, c'est tout. Je ne l'ai jamais suivi. J'y ai pensé, mais l'idée même de mettre mon clignotant, c'était comme de cracher sur ma femme. Pourtant, j'ai jeté un coup d'œil, c'est vrai. Et puis j'ai changé de boulot. Plus de panneaux. Donc voilà. Qu'est-ce qui s'est passé? Eh bien, quand on vieillit, vous l'apprendrez, vous vous en apercevrez assez vite, peut-être même déjà, on est frappé par quelque chose qui s'appelle la nostalgie. On se souvient d'avant, avec des amis, des gens, des camarades avec qui on a passé du temps précédemment, dans d'autres périodes de vie, on se souvient facilement. Donc lui, il se souvient des amours de jeunesse. Mais il y a un mot qui est intéressant, c'est « mais je ne m'apesantissais jamais ». S'apesantir, apesanteur, le poids, s'apesantir sur quelque chose, c'est y passer trop de temps, trop en parler, trop en dire. S'apesantir sur quelque chose, c'est accorder trop de temps à quelque chose, soit qui ne le mérite pas, soit on va ennuyer les autres, s'apesantir sur un détail, alors que ce n'est pas nécessaire.
Oh non. Alors, qu'est-ce qui lui est arrivé ensuite? C'est qu'à une époque, alors qu'il n'a peut-être pas fait fortune, mais en tous les cas, sa situation est satisfaisante, il est marié, on va apprendre un peu plus tard qu'il a des enfants, qu'il a une maison. Il habite pas très très loin de chez elle, et à chaque fois, sur le chemin du retour, il voit un nom de ville qui conduirait, conditionnel, chez elle. Et puis, il a changé de boulot, il a déménagé, et il n'y avait plus de panneaux. Mais il y avait toujours d'autres raisons, d'autres prétextes, toujours. Combien de fois me suis-je retourné dans la rue, le cœur en vrille, parce que j'avais cru apercevoir un bout de silhouette ou une voix, ou une chevelure comme... Combien de fois? Je croyais que je n'y pensais plus, mais il me suffisait d'être un moment seul dans un endroit à peu près calme pour la laisser venir. À la terrasse d'un restaurant, un jour, c'était il y a moins de 6 mois, alors que le client que je devais inviter n'arrivait pas, j'ai été la rechercher dans mes souvenirs. J'ai desserré mon col et j'ai envoyé le garçon acheter un paquet de cigarettes. Ces cigarettes fortes et âcres que je fumais à l'époque. J'ai allongé mes jambes et refusé qu'on débarrasse le couvert d'en face. J'ai commandé un bon vin, un gruau la rose, je crois. Et tandis que je fumais les yeux mi-clos en savourant un petit rayon de soleil, je la regardais s'approcher. Je la regardais encore. Je ne cessais de penser à elle et à ce que nous faisions quand nous étions ensemble et quand nous dormions dans le même lit. Alors, c'est pas réglé son affaire, hein, c'est le moins qu'on puisse dire. C'est-à-dire que même quand quelque chose ne vient pas rappeler cette femme, eh bien, il fait l'effort conscient de s'en souvenir. À la terrasse d'un restaurant, un jour, j'ai été la rechercher dans mes souvenirs. C'est-à-dire que c'est lui qui délibérément est allé rechercher cette femme. Est-ce qu'il y a une difficulté dans ce passage? Je n'ai pas l'impression. Jamais je ne me suis demandé si je l'aimais toujours ou quels étaient mes exacts sentiments à son égard. Ça n'aurait servi à rien. Mais j'aimais la retrouver au détour d'un moment de solitude. Je dois le dire parce que c'est la vérité. Heureusement pour moi, ma vie ne me laissait pas beaucoup de moments de solitude. Il fallait vraiment qu'un client désolé m'oublie complètement, que je sois seul, la nuit, dans ma voiture et sans souci pour y parvenir. Pourtant dire presque jamais. C'est pareil, je ne vois pas de difficulté particulière. Au détour d'un moment de solitude. Mais j'aimais la retrouver au détour d'un moment de solitude. C'est une formulation un petit peu littéraire. C'est-à-dire que dès qu'il y a une possibilité, dès que la vie lui offrait une petite tranche de temps comme ça, quelques heures, peut-être une journée liée à des impératifs professionnels, eh bien, au détour de ce moment-là, il en profitait pour aller la chercher et la ramener et passer un moment, évidemment dans sa tête, avec elle. Et même si j'avais envie de me laisser aller à un gros coup de blues, de nostalgie, de prendre un ton badin par exemple, et d'essayer de retrouver son numéro de téléphone par le Minitel ou une autre ânerie de ce genre, je sais maintenant que c'est hors de question car depuis quelques années, j'ai de vrais garde-fous, les plus farouches, mes enfants. Là, on a un petit peu de vocabulaire. Même si j'avais envie de me laisser aller à un gros coup de blues. Le blues, c'est la musique américaine, au départ, des esclaves noirs américains. La musique des champs de coton. My baby's gone forever. I'm all alone. Voilà, bref, c'est ça un blues. Un blues, c'est quelque chose d'un peu de terriblement triste. Ça évoque la solitude, le chagrin d'amour, quelque chose de difficile à vivre. Donc quand on dit avoir un coup de blues, c'est d'un seul coup on est down. Il y a quelque chose qui se passe qui fait que d'un seul coup le moral n'est plus bon, on a un coup de déprime, on a un coup de blues. Et enfin, on l'a déjà vu ailleurs, je me souviens plus où, le Minitel. Ah oui, c'était dans J'attendrai le suivant, le speech du type dans le métro qui cherchait une femme célibataire.
son numéro de téléphone par le Minitel. Alors le Minitel, c'est le grand-père de Google, on va dire. C'était un appareil physiquement, esthétiquement assez repoussant, mais qui servait à trouver des numéros de téléphone. Bref, c'est l'ancêtre de l'informatique. Et donc, aujourd'hui, on dirait qu'il l'a googlé, dans un français absolument terrible. Mais j'ai de vrais garde-fous. Le garde-fou, eh bien, c'est quelque chose qu'on voit souvent quand on est sur l'autoroute ou quand on est sur la route. C'est-à-dire que le long de la route, il y a quelque chose, une espèce de barrière métallique qui empêche les voitures qui auraient un accident de basculer dans le fossé ou dans un champ. C'est un garde-fou. Comme son nom l'indique, ça protège les fous, ceux qui conduisent comme des fous, qui ont des accidents, de basculer sur le côté. Donc là, il a un garde-fou, c'est-à-dire quelque chose qui lui empêche de faire le fou, littéralement, c'est-à-dire de chercher son numéro et de l'appeler. Et ce garde-fou, les plus farouches, c'est-à-dire les plus vivants, les plus dynamiques, les plus teigneux, mes enfants. On tourne et on arrive donc à la page 106. Je suis fou de mes enfants, d'où le garde-fou. J'en ai 3. Une grande fille de 7 ans, Marie, une autre qui en aura bientôt 4, Joséphine, et Yvan, le petit dernier, qui n'a pas 2 ans. D'ailleurs, c'est moi qui ai supplié ma femme de m'en faire un 3e. Je me souviens qu'elle parlait de fatigue et d'avenir, mais j'aime tellement les bébés, leurs charabia et leurs câlins mouillés. Allez, je lui disais, fais-moi encore un enfant. Elle n'a pas résisté longtemps, et rien que pour ça, je sais qu'elle est ma seule amie et que je ne m'en éloignerai jamais, même si je côtoie une ombre tenace. Donc voilà, cet homme a 3 enfants, il aime les enfants, il semblerait qu'il soit heureux dans sa vie de couple, dans sa vie de famille, mais là la formulation est assez juste de la part de l'auteur, de la part de Gavaldar, même si je côtoyais, les côtes, le côté, une ombre tenace, c'est-à-dire que c'est quand même quelqu'un qui vit avec un souvenir quasi permanent de quelque chose qu'il a vécu précédemment, qui n'existe plus, mais qui est quand même en lui et qui l'accompagne dans cette vie heureuse. Mes enfants sont la meilleure chose qui me soit jamais arrivée. Une vieille histoire d'amour ne vaut rien à côté de ça, rien du tout. Là, on a l'impression qu'il essaye de se convaincre, que sa vieille histoire d'amour ne vaut rien à côté de ses enfants, rien du tout. Ok, très bien. On est tout à fait disposé à être d'accord avec lui, mais n'empêche que cet amour, ce fantôme est toujours là. Voilà à peu près comment j'ai vécu, et puis la semaine dernière, elle a dit son prénom au téléphone. C'est Elena. Elena. Je ne te dérange pas? J'avais mon petit garçon sur les genoux qui essayait d'attraper le combiné en couinant. Ben, c'est ton enfant? Oui. Il a quel âge? Pourquoi tu m'appelles comme ça? Il a quel âge? 20 mois. Je t'appelle parce que je voudrais te voir. Tu veux me voir? Oui. Qu'est-ce que c'est que ces conneries? Juste comme ça, tu t'es dit, tiens, j'ai envie de le revoir. Presque comme ça. Et pourquoi? Je veux dire, pourquoi maintenant? Après toutes ces 12 ans, ça fait 12 ans. Bon, et alors, qu'est-ce qui se passe? Tu te réveilles? Qu'est-ce que tu veux? Tu veux savoir l'âge de mes enfants? Si j'ai perdu mes cheveux? Ou voir l'effet que tu me ferais? Ou c'est juste comme ça pour parler du bon vieux temps? Écoute, je ne pensais pas que tu allais le prendre comme ça. Je vais raccrocher, je suis désolé. Comment tu as retrouvé mon numéro? Par ton père. Quoi? J'ai appelé ton père tout à l'heure et je lui ai demandé ton numéro, c'est tout. Il s'est rappelé de toi? Non. Enfin, je ne lui ai pas dit qui j'étais. J'ai posé mon fils par terre, qui est parti rejoindre ses sœurs dans leur chambre. Ma femme n'était pas là. Attends, ne quitte pas. Marie, est-ce que tu peux lui remettre ses chaussons, s'il te plaît? Alors, tu es là? Oui. Alors quoi? Tu veux qu'on se revoie? Oui, enfin, pas longtemps, juste prendre un verre ou marcher un petit moment, tu vois. Pourquoi? À quoi ça servirait? Ben, c'est juste que j'ai envie de te revoir, de parler un petit peu avec toi. Elena, oui, pourquoi tu fais ça? Pourquoi?
Oui, pourquoi tu me rappelles? Pourquoi si tard? Pourquoi maintenant? Tu ne t'es même pas demandé si tu risquais pas de mettre le merdier dans la vie? Tu fais mon numéro et tu... Écoute Pierre, je vais mourir. Je t'appelle maintenant parce que je vais mourir. Je ne sais pas exactement quand, mais dans pas très longtemps. J'éloignais le téléphone de mon visage comme pour reprendre un peu d'air et j'essayais de me relever mais sans succès. C'est pas vrai. Si c'est vrai. Qu'est-ce que tu as? Oh, c'est compliqué. Pour résumer, on pourrait dire que c'est mon sang qui... Enfin, je ne sais plus trop ce qu'il a maintenant parce que les diagnostics s'embrouillent, mais enfin, c'est un drôle de truc, quoi. Je lui ai dit, tu es sûr? Attends, mais qu'est-ce que tu crois? Que je te raconte des cracks bien mélos pour avoir une raison de t'appeler? Excuse-moi, je t'en prie. Il se trompe peut-être? Ouais, peut-être. Non? Non, je ne crois pas. Comment c'est possible? Je ne sais pas. Tu souffres? Cousi, cousin. Tu souffres? Un petit peu, en fait. Tu veux me revoir une dernière fois? Ouais, on peut dire ça comme ça. Tu n'as pas peur d'être déçu? Tu ne préfères pas rester sur une bonne image? Une image de quand tu étais jeune et beau? Je l'entendais sourire. Exactement, quand j'étais jeune et beau, je n'avais pas encore de cheveux blancs. Tu as des cheveux blancs. J'en ai 5, je crois. Ah, ça va, tu m'as fait peur. Tu as raison. Je ne sais pas si c'est une bonne idée, mais j'y pense depuis un bout de temps. Et je me disais que c'était vraiment une chose qui me ferait plaisir. Alors, comme il n'y a plus beaucoup de choses qui me font plaisir ces derniers temps, je t'ai appelé. Tu y penses depuis combien de temps? 12 ans. Non, je plaisante. J'y pense depuis quelques mois, depuis mon dernier séjour à l'hôpital, pour être exact. Tu veux me revoir, tu crois? Oui. Quand? Quand tu veux, quand tu peux. Tu vis où? Toujours pareil, à 100 kilomètres de chez toi, je crois. Elena. Oui? Non, rien. Tu as raison, rien. C'est comme ça, c'est la vie. Et je ne t'appelle pas pour détricoter le passé ou mettre Paris dans une bouteille, tu sais, je t'appelle parce que j'ai envie de revoir ton visage, c'est tout. C'est comme les gens qui retournent dans le village où ils ont passé leur enfance ou dans la maison de leurs parents, ou vers n'importe quel endroit qui a marqué leur vie. C'est comme un pèlerinage, quoi. Je me rendais compte que je n'avais plus la même voix. Oui, exactement, c'est comme un pèlerinage, à croire que ton visage est un endroit qui a marqué ma vie. C'est toujours triste les pèlerinages. Bon, pourquoi tu dis ça? Tu n'en as jamais fait? Non? Si, à Lourdes. Oh, bah alors oui, alors là, Lourdes, évidemment, elle se forçait à prendre un tombeau au cœur. J'entendais les petits qui se chamaillaient et je n'avais plus du tout envie de parler. J'avais envie de raccrocher. J'ai fini par lâcher. Quand? Bah, c'est toi qui me dis. Demain? Si tu veux. Où? Bah, à mi-chemin entre nos deux villes, à Sully par exemple. Tu peux conduire? Oui, oui, je peux conduire. Qu'est-ce qu'il y a à Sully? Bah, pas grand-chose, j'imagine. On verra bien. On n'a qu'à s'attendre devant la mairie. À l'heure du déjeuner? Oh non, 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 c'est pas très rigolo de manger avec moi, tu sais. Elle se forçait à rire encore. Après l'heure du déjeuner, ce serait mieux. Voilà, donc il y a un long dialogue téléphonique. On va reprendre un petit peu pour voir s'il y a des moments qui sont problématiques. On est clairement dans l'émotion. Quand quelqu'un vous téléphone, personnellement, ça m'est jamais arrivé. Même si j'ai déjà appris ce genre de nouvelles, ça s'est pas fait comme ça. Quelqu'un qui vous appelle, qui vous dit je vais mourir, c'est pas évident. C'est pas trop mal écrit, j'ai l'impression que c'est à peu près crédible. C'est peut-être un peu court. Ça mériterait peut-être un peu plus de développement, notamment concernant la maladie peut-être. Mais c'est peut-être de la curiosité de ma part, je ne sais pas. Alors, reprenons à hauteur de la page 106, après les 3 astérisques, les 3 étoiles du milieu de page. C'est Elena, donc elle s'appelle Elena, ok. En France, en français on
plutôt Hélène, mais il y a des gens qui s'appellent Elena, peut-être d'origine du Sud, peut-être espagnole ou portugaise. Je ne te dérange pas, ok, il est un petit garçon. Là, il n'y a rien de particulier. 5 cheveux blancs, ça fait vraiment pas beaucoup, mais enfin, je crois pas, on n'en est pas encore là. Il y a un passage que j'ai repéré, que je ne retrouve pas, où je me suis dit, là, ils vont peut-être avoir un petit problème. Alors oui, page en haut de la page 108. Oui, pourquoi tu me rappelles? Pourquoi si tard? Pourquoi maintenant? Tu ne t'es même pas demandé si tu risquais pas de mettre le merdier dans ma vie. Mettre le merdier dans ma vie. On pourrait dire foutre la merde, ce serait pareil. Alors de quelle manière? Bah, imaginez que vous êtes marié ou vous êtes en couple d'une manière assez solide et que d'un seul coup, une histoire passée se manifeste. Peut-être que votre compagnon, votre compagne apprécierait moyennement cette apparition du passé. Mais elle a une bonne raison. Écoute Pierre, donc c'est Elena et Pierre, je vais mourir. Pierre d'ailleurs qui a appelé sa fille Marie, ça donne une connotation catholique, au moins chrétienne, assez nette. J'ai éloigné le téléphone. Ah voilà, c'était le diagnostic, ça y est. Oh, c'est compliqué, au milieu de la page 108. Oh, c'est compliqué. Pour résumer, on pourrait dire que c'est mon sang, donc le sang, qui... Enfin, je ne sais plus trop ce qu'il a maintenant parce que les diagnostics s'embrouillent. Diagnostic, c'est quand le médecin, le spécialiste, dit voilà, à la lecture des résultats de vos examens, mon diagnostic est voilà, vous êtes malade de. Un diagnostic, c'est l'annonce, le résultat, un ensemble d'examens qui fait qu'on peut dire à quelqu'un, on peut nommer la maladie. Donc là, les diagnostics s'embrouillent, parce que les maladies, notamment du sang, on en avait déjà parlé aussi en cours, la leucémie, dont on a parlé avec H comme hôpital. La leucémie, qui est le cancer du sang, a de multiples, comment je pourrais qualifier ça? Il n'y a pas qu'une seule leucémie, il y a des variétés de leucémie, il y a des variétés de maladies mortelles du sang. Et suivant les diagnostics, eh bien, après on vous donne 3 mois à vivre, 6 mois à vivre, 1 an, et puis un nouveau traitement, et puis on recommence. Les diagnostics s'embrouillent, se mélangent. Mais enfin, c'est un drôle de truc, quoi. Alors, drôle de truc, là, le terme est peut-être pas bien choisi, drôle au sens de bizarre. Alors, est-ce que tu es sûr? Oui, oui, je suis sûr que je vais mourir. Tu ne préfères pas blablabla. Là, je pense qu'il n'y a rien, vraiment rien de compliqué. Ah si, peut-être à la fin, en bas de la page 109, tu as raison, rien, c'est comme ça, c'est la vie. Et je ne t'appelle pas pour détricoter le passé. Alors, détricoter le passé. Alors, tricoter avec des aiguilles, on fait un pull avec de la laine, on tricote quelque chose en laine. Détricoter, c'est démonter le pull et refaire une pelote de laine. C'est-à-dire, on prend l'histoire du passé et on la démonte pour essayer de comprendre exactement ce qu'il en a été, pourquoi on s'est connu, pourquoi on s'est quitté, etc. Détricoter le passé, essayer de s'expliquer le passé, qu'est-ce qui s'est passé. Et enfin, ou mettre Paris dans une bouteille, c'est-à-dire essayer de faire des choses impossibles, c'est-à-dire essayer de comprendre précisément ce qu'il en était de cette situation, sans rien oublier. C'est une expression qu'on n'utilise plus. Mettre Paris en bouteille, c'est par définition, évidemment que Paris ne peut pas venir dans une bouteille, c'est par définition tenter quelque chose d'impossible.
Alors je t'appelle parce que j'ai envie de se voir. Ah oui, Lourdes. Est-ce que vous connaissez la ville de Lourdes? J'ai un doute. La ville de Lourdes est une ville sainte. Est une ville sainte qui est dans le sud-ouest de la France. C'est une ville où il y aurait eu un miracle ou des miracles. Je me demande s'il n'y a pas une sainte qui s'appelle Bernadette Soubirous, mais je ne suis pas sûr, ne vous fiez pas à moi là-dessus. Et des gens vont en pèlerinage. Alors qu'est-ce que c'est un pèlerinage? C'est aller en voyage, c'est un voyage organisé, un voyage spécial. On va dans un endroit, un pèlerinage, c'est un voyage religieux. On va quelque part pour rencontrer une expérience, pour rencontrer une émotion d'ordre religieuse. À Lourdes, puisqu'il y a des miracles, il y a beaucoup de gens qui sont dans des situations terribles, paralytiques, fauteuil roulant, maladies graves, etc., qui vont à Lourdes se faire bénir avec de l'eau bénite dans la grotte où il y a eu les miracles, pour essayer, pour croire que cet endroit-là va les sauver. Ils croient au miracle. Donc Lourdes, c'est la ville des miracles. Quand une situation est désespérée, on peut dire oui, bah, tu peux toujours aller à Lourdes. Voilà. Ça vous dit à peu près ce qu'il en est de Lourdes. Ok, donc ils vont se voir. On continue, on est page 111. Alors là, c'est un choix de Yavalda. On quitte le jeu et on passe à la troisième personne, c'est-à-dire qu'il y a un narrateur qui va nous dire ce qui se passe. Est-ce qu'il arrive à Pierre, qui ne réussit plus à parler, puisqu'il essaye de dormir. Il n'a pas pu s'endormir cette nuit-là. Il a regardé le plafond en ouvrant grand ses yeux. Il voulait les garder bien secs, ne pas pleurer. Ce n'était pas à cause de sa femme, il avait peur de se tromper, de pleurer sur la mort de sa vie intérieure à lui, plutôt que sur sa mort à elle. Il savait que s'il commençait, il ne pourrait plus s'arrêter. Ne pas ouvrir les vannes, surtout pas. Parce que depuis tant d'années, maintenant qu'il paradait et qu'il grognait sur la faiblesse des gens, des autres, de ceux qui ne savent pas ce qu'ils veulent et qui traînent toute leur médiocrité avec eux. Tant d'années qu'il regardait avec une tendresse de merde le temps de sa jeunesse. Toujours, quand il pensait à elle, il relativisait. Il faisait semblant d'en sourire ou d'y comprendre quelque chose, alors qu'il n'avait jamais rien compris. Il sait parfaitement qu'il n'a aimé qu'elle et qu'il n'a jamais été aimé que par elle. Qu'elle a été son seul amour et que rien ne pourra changer tout ça. Qu'elle l'a laissé tomber comme un truc encombrant et inutile. Qu'elle ne lui a jamais tendu la main ou écrit un petit mot pour lui dire de se relever. Pour lui avouer qu'elle n'était pas si bien que ça, qu'il se trompait, qu'il valait mieux qu'elle, ou bien qu'elle avait fait l'erreur de sa vie et qu'elle l'avait regretté en secret. Il savait combien elle était orgueilleuse. Lui dire que pendant 12 ans, elle avait morflé, elle aussi, et que maintenant elle allait mourir. Donc, il aimerait bien dormir, il ne peut pas, et forcément il pense à son rendez-vous du lendemain. Et il ne veut pas pleurer avec un passage un petit peu ambigu peut-être pour vous, un petit peu difficile. Il avait peur de se tromper, il avait peur de pleurer sur la mort de sa vie intérieure, c'est-à-dire ses souvenirs, son passé, à lui, plutôt que sur sa mort à elle. C'est-à-dire que s'il avait pleuré, son chagrin, sa peine, sa douleur, aurait peut-être davantage exprimé ce que lui allait perdre, plutôt qu'une empathie pour la situation terrible dans laquelle était son ex-compagne. Ne pas ouvrir les vannes. Les vannes aussi, on a déjà vu ça. Vous vous souvenez, j'avais dessiné un bateau. Les vannes, c'est quand on ouvre une grande manivelle pour laisser passer beaucoup d'eau. Donc ne pas ouvrir les vannes, ça veut dire tout simplement ne pas commencer à pleurer.
Parce que depuis tant d'années maintenant qu'il paradait, qu'il grognait sur la faiblesse des gens. C'est quelqu'un, l'âpreté, vous vous souvenez au début du texte, l'âpreté, c'est quelqu'un d'un petit peu dur, d'un petit peu difficile, qui ne veut pas se laisser aller à la faiblesse, qui ne supporte pas que les autres se laissent aller à la faiblesse. Et qui traîne toute leur médiocrité après eux, etc. C'est quelqu'un qui, malgré sa difficulté intérieure, malgré ses difficultés personnelles, sa douleur personnelle, il faut appeler ça comme ça, je pense, ne veut pas que ça se voie. Lui, il avance comme quelqu'un de solide. Ouais, je ne plie pas. Tant d'années qu'elle regardait avec une tendresse de merde le temps de sa jeunesse. Alors ça c'est arrivé à un certain âge, la nostalgie peut être assez pénible. Donc une tendresse de merde, c'est d'un seul coup, on trouve que le temps de sa jeunesse était formidable, alors que quand on était jeune à ce moment-là, on n'attendait qu'une chose, on espérait qu'une chose, c'était devenir un peu plus vieux, tellement c'était pénible. Donc c'est une tendresse de merde. Toujours quand il pensait à elle, il relativisait. C'est-à-dire quand il pensait à son échec amoureux, il relativisait. Relativiser les choses, c'est une manière de se dire ouais, bon, c'est pas si grave, quoi, ça va, c'est un chagrin d'amour, ok, elle est partie, c'est bon, mais t'es pas tout seul, t'es marié. Il relativise. Il essaye de se dire allez, calme-toi, c'est pas si grave. Il faisait semblant d'en sourire ou d'y comprendre quelque chose alors qu'il n'avait jamais rien compris. Ça, c'est le choix de l'auteur. Voilà, je crois que ça, c'était la partie peut-être un petit peu compliquée à comprendre de sa part. Ensuite, eh bien, il se laisse peut-être aller à lui faire des reproches. Elle a été son seul amour, ok. Pour lui avouer, ce qu'il lui reproche, c'est qu'elle ne lui a jamais tendu la main ou écrit un petit mot pour lui dire de se relever. C'est-à-dire que ça a été une rupture sèche, froide, sur un quai de gare. Au revoir, elle ne lui dit même pas qu'elle le quitte, on ne sait pas trop comment il l'a appris. D'un seul coup, il ne l'a jamais revu. Il savait combien elle était orgueilleuse, mais elle n'a jamais reconnu, parce que peut-être c'était pas vrai, qu'elle avait fait l'erreur de sa vie, lui dire que pendant 12 ans ça avait été difficile aussi, etc. etc. Il n'y a pas d'information là-dessus. Il ne voulait pas pleurer, et pour s'en empêcher, il se racontait n'importe quoi. Oui, c'est ça, n'importe quoi. Sa femme, en se retournant, a posé sa main sur son ventre, et aussitôt il a regretté tous ses délires. Bien sûr qu'il a aimé et été aimé par une autre, bien sûr. Il regarde ce visage près de lui et il prend sa main pour l'embrasser. Elle sourit dans son sommeil. Non, il n'a pas à gémir, il n'a pas à se mentir. La passion romantique est oh, ça va un moment. Mais maintenant, basta. En plus, demain après-midi, ça ne l'arrange pas trop à cause de son rendez-vous avec les gars de Sigma 2. Il va être obligé de mettre Marcheron sur le coup, et ça, vraiment, ça ne l'arrange pas, parce qu'avec Marcheron, il n'a pas pu s'endormir cette nuit-là, il a pensé à plein de choses. C'est comme ça qu'il pourrait expliquer son insomnie, sauf que sa lampe éclaire mal et qu'il n'y voit rien, et que, comme au temps des grands chagrins, il se cogne partout. Alors, il ne voulait pas pleurer, il se retourne, il est dans son lit avec sa femme, il pense à sa femme d'avant, c'est compliqué, il se dit qu'il a passé l'âge de la passion romantique, mais maintenant, basta, basta, et basta, c'est de l'italien, ça suffit, stop, on arrête. Basta, c'est une expression qu'on utilise, basta, ça veut dire c'est fini, stop, on arrête, terminé. Je ne sais pas si c'est international ou seulement italien et français. En tous les cas, c'est quelque chose qu'on entend très facilement. Basta, basta, on arrête. Il a un rendez-vous professionnel avec les gars de Sigma 2. Voilà. Il va être obligé de mettre Marcheron sur le coup. Alors Marcheron, on ne sait pas qui c'est, mais on imagine bien que c'est le nom d'un de ses collègues. Ça ne l'arrange pas parce qu'avec Marcheron, point de suspension, bah, ça signifie tout simplement que ça ne se passe pas bien avec ce collègue-là, il ne s'apprécie pas.
Il ne s'est pas endormi, c'est comme ça, qu'il pourrait expliquer son insomnie, une insomnie, le fait de ne pas réussir à dormir. Voilà, le fait de ne pas réussir à dormir. Sauf que sa lampe éclaire mal et qu'il n'y voit rien, et que, comme au temps des gros chagrins, il se cogne partout. Alors là, sa lampe, j'ai un doute, c'est pas très clair, c'est le moins qu'on puisse dire, mais ça tombe bien, puisqu'on est dans fond forme. Sa lampe éclaire mal, on ne sait pas si c'est son esprit qui éclaire mal la situation, comme au temps des gros chagrins, quand il a été très malheureux et qu'il se cognait partout, ou si on parle d'une lampe de chevet parce qu'il ne réussit pas à dormir, je ne sais pas. Alors je lis le passage suivant entre les pages 112 et 113. Elle n'a pas pu s'endormir, donc on change, c'est pas lui, c'est elle. Même situation. Elle n'a pas pu s'endormir cette nuit-là, mais elle a l'habitude. Elle ne dort presque plus. C'est parce qu'elle ne se fatigue plus assez dans la journée. C'est la théorie du médecin. Ses fils sont chez leur père et elle ne fait que pleurer. Pleurer, pleurer, pleurer. Elle se brise, elle lâche du lest, elle se laisse déborder. Elle s'en fout, elle pense que maintenant ça va bien, qu'il faudrait passer à autre chose et dégager la piste parce que l'autre a beau dire qu'elle ne se fatigue pas, qu'il n'y comprend rien avec sa blouse proprêtre et c'est beau compliqué. En vérité, elle est épuisée, épuisée. Elle pleure parce qu'enfin, elle a rappelé Pierre. Elle s'est toujours débrouillée pour connaître son numéro de téléphone et plusieurs fois, ça lui est arrivé de composer les 10 chiffres qui la séparaient de lui, d'entendre sa voix et de raccrocher précipitamment. Une fois même, elle l'a suivi pendant toute une journée parce qu'elle voulait savoir où il vivait et quelle était sa voiture, où il travaillait, comment il s'habillait et s'il avait l'air soucieux. Elle a suivi sa femme aussi. Elle avait été obligée de reconnaître qu'elle était jolie et gaie et qu'elle avait des enfants de lui. Elle pleure parce que son cœur s'est remis à battre aujourd'hui, alors qu'elle n'y croyait plus depuis longtemps. Elle a eu une vie plus dure que ce qu'elle aurait imaginé. Elle a surtout connu la solitude. Elle croyait que c'était trop tard maintenant pour sentir quelque chose, qu'elle avait mangé tout son pain blanc. Surtout depuis qu'ils se sont excités un jour sur une prise de sang, un examen de routine passé par hasard parce qu'elle se sentait patraque. Tous, les petits docteurs et les grands professeurs, avaient un avis sur ce truc-là, mais plus grand-chose à dire quand il s'était agi de l'en sortir. Elle pleure pour tellement de raisons qu'elle n'a pas envie d'y penser. C'est toute sa vie qui lui revient dans la figure. Alors, pour se protéger un peu, elle se dit qu'elle pleure pour le plaisir de pleurer, et c'est tout. Bon, c'est pas super gai, hein, je vous l'accorde, mais pourquoi pas. Donc, elle non plus, elle ne dort pas, mais de toute façon, elle ne dort presque plus à cause de la maladie. C'est parce qu'elle ne se fatigue plus selon les médecins, mais en fait, c'est même plus qu'elle a besoin de se fatiguer, elle est épuisée. Épuisée, c'est qu'il n'y a plus du tout d'énergie, et je suis épuisé, c'est que vraiment c'est foutu. Alors, il n'y comprend rien avec sa blouse proprette et ses mots compliqués, il n'y comprend rien, c'est le grand médecin, le cancérologue, le chirurgien peut-être, celui qui lui a diagnostiqué sa maladie et qui a une belle blouse blanche, bien propre, et des mots compliqués. Elle pleure parce qu'enfin elle a réussi à le rappeler. Et là, on apprend quelque chose dans un paragraphe, quelque chose qui ferait bien plaisir à Pierre, on apprend qu'Héléna, en fait, a souffert aussi beaucoup au cours de ces 12 années, et qu'elle est allée plus loin que lui, puisqu'elle a accepté d'attaquer sa propre fierté, son amour propre, en le suivant, en essayant de savoir qui était sa femme. On est un peu dans un film avec un sujet un peu cliché, je dirais. Là, il me semble un peu dans le cliché, mais bon, c'est un choix qui peut peut-être se défendre. Elle a suivi sa femme, elle a été obligée d'admettre qu'elle était jolie et gaie, qu'elle avait eu des enfants de lui, etc. Qu'est-ce qu'on a de difficile? Eh bien, elle a surtout connu la solitude. On avait l'impression qu'elle avait des enfants. Alors, page 113, surtout depuis qu'ils, ILS en italique, depuis qu'ils se sont excités, ils se sont
tous les médecins, tous les gens qui ont lu le résultat de cette prise de sang. On prend le sang, on analyse le sang, et à partir de cette analyse, un certain nombre de diagnostics vont arriver et vont définir des traitements. Ils se sont excités un jour sur une prise de sang, un examen de routine, la routine, un examen a priori comme ça, sans raison grave ni conséquences prévues, passé par hasard parce qu'ils se sentaient patraque. Patraque, ça veut dire je me sens patraque, je me sens pas bien, je suis pas dans mon assiette. Là aussi, c'est une image, c'est-à-dire je suis pas bien, je suis pas en forme, je suis fatigué, je me sens un peu, je sais pas, non seulement j'ai pas le moral mentalement, enfin je me sens pas d'une humeur formidable, mais en plus je suis fatigué, j'ai rien envie de faire. Tous les petits docteurs que l'on consulte comme ça pour une bronchite, un rhume, et les grands professeurs, ceux qui analysent les maladies graves, les maladies incurables, avaient un avis sur ce truc-là. Ils disaient ça, c'est ceci, c'est à cause de cela, ça s'est passé comme ça, etc., etc. Mais tous, aucun, n'avait plus rien à dire quand il s'agissait, quand il s'était agi de l'en sortir. De l'en sortir, de la sortir de quoi? De la sortir de la maladie. C'est-à-dire tout le monde savait ce qu'elle avait, la plupart avaient une idée de comment c'était arrivé, mais personne n'avait de solution à lui proposer pour la sortir de là. Donc elle pleure pour tellement de raisons qu'elle n'a plus envie d'y penser. C'est toute sa vie qui lui revient dans la figure comme un boomerang, quelque chose qu'on lance et qui revient. D'un seul coup, compter les heures, compter les jours, ça ne doit pas quand même être quelque chose de très évident. Alors pour se protéger un peu, elle se dit qu'elle pleure pour le plaisir de pleurer, c'est tout. Ouais. Je continue. Attendez, il faut que je fasse attention au micro. Elle était déjà là quand je suis arrivé. Et elle m'a souri. Elle m'a dit, c'est sûrement la première fois que je ne te fais pas attendre. Tu vois, il ne fallait pas désespérer. Et moi, je lui ai répondu que je n'avais pas désespéré. Là aussi, on a un petit cliché, c'est-à-dire la femme fait attendre l'homme. C'est pas toujours vrai. Nous ne nous sommes pas embrassés. Donc là, c'est à nouveau Pierre qui reprend la narration. Je lui ai dit, tu n'as pas changé. C'est idiot comme remarque, mais c'était ce que je pensais, sauf que je la trouvais encore plus belle. Elle était très pâle, on voyait toutes ces petites veines bleues autour de ses yeux, sur ses paupières et sur ses tempes. Elle avait maigri et son visage était plus creux qu'avant. Elle avait l'air plus résignée, alors que je me souviens de l'impression de vif argent qu'elle donnait avant. Elle ne cessait de me regarder, elle voulait que je lui parle, elle voulait que je me taise. Elle me souriait toujours. Elle voulait me revoir et moi je ne savais pas comment bouger mes mains, ni si je pouvais fumer ou toucher son bras. Alors, ils ne se sont pas embrassés. Là, quand on dit embrasser à ce moment-là, c'est faire la bise. C'est-à-dire, ils se sont dit bonjour, ça va, mais ils sont restés physiquement à distance. En tous les cas, s'embrasser sur la bouche, c'était hors de question. On pourrait croire avec embrasser, mais non. Mais même la bise, ils ne se sont pas fait la bise, ils sont restés à distance. Je lui ai dit, tu n'as pas changé, c'est idiot comme remarque. Oui, effectivement, c'est idiot comme remarque. Mais c'est ce qu'il pensait, sauf qu'il l'a trouvée encore plus belle. Donc en fait, elle a changé. Confusion de l'auteur ou confusion du personnage, on va dire confusion du personnage. Elle était très pâle, très blanche. C'est-à-dire blanche au sens de le sang ne circule pas bien. Pas beaucoup de... On dit avoir des couleurs en français, c'est-à-dire avoir bonne mine. Avoir bonne mine, être en forme, être en bonne santé. Donner l'image de la santé. Elle était très pâle et on voyait toutes ces petites veines bleues autour des yeux. Autour des yeux, sur ses paupières, les paupières, vous connaissez,
les filles connaissent les paupières, puisque c'est là qu'on se maquille plutôt prioritairement. Et sur ses tempes, les tempes, c'est ici, là, entre l'œil et l'oreille, ça c'est la tempe. Elle avait maigri, et son visage était plus creux qu'avant. Elle avait l'air plus résignée, c'est-à-dire quelqu'un qui ne croit plus en rien. Alors que je me souviens de l'impression de vif argent qu'elle donnait avant. Ça, c'est une expression un peu désuète, une expression qu'on n'utilise plus. Vif argent, c'est quelque chose de très dynamique, plein de vie, plein d'énergie, plein de quelqu'un qui éclate de rire volontiers, qui a toujours une idée, beaucoup d'énergie physique. Elle ne cessait de me regarder, elle voulait que je lui parle, elle voulait que je me taise, c'est-à-dire elle me souriait toujours, elle voulait me revoir et moi je ne savais pas comment bouger mes mains, ni si je pouvais fumer ou toucher son bras. Là on a l'impression qu'il y a une espèce de confusion qui se fait entre ce qu'elle était dans le passé et ce qu'elle est dans le présent. Elle avait l'air plus résignée, c'est-à-dire de plus croire en grand chose, et on peut comprendre à partir du moment où la promesse que l'on a c'est de ne plus vivre dans quelques temps, il y a de quoi se résigner. Mais en même temps, elle sourit, elle veut le revoir, etc., etc. C'est un peu confus, je trouve, comme passage. C'était une ville sinistre. Nous avons marché jusqu'au jardin public, un peu plus loin. Nous nous sommes racontés nos vies. C'était assez décousu. Nous gardions nos secrets. Elle cherchait ses mots. À un moment, elle m'a demandé la différence entre désarroi et désœuvrement. Je ne savais plus. Elle a fait un geste pour me signifier que, de toute façon, c'était sans importance. Elle disait que tout cela l'avait rendue trop amère ou trop dure, en tout cas, trop différente de ce qu'elle était vraiment à l'origine. Donc une ville sinistre, on imagine bien une ville de province qui n'est même pas vraiment de province, c'est-à-dire une ville de nulle part, un peu nowhere land. Nous avons marché jusqu'au jardin public, un peu plus loin, on imagine bien qu'il n'y a quasiment personne dedans. Nous nous sommes racontés nos vies, mais là c'est assez intéressant parce que nous nous sommes racontés nos vies, mais c'était assez décousu. Décousu, c'est-à-dire que c'était pas bien suivi. C'était un coup, il y en a un qui raconte, l'autre c'est l'autre qui raconte. On part vers le passé, puis un peu plus loin, puis un peu avant. C'est pas vraiment suivi. Nous gardions nos secrets, évidemment. Ça fait 12 ans qu'ils ne se sont pas vus, c'est pas hier quand même. Elle cherchait ces mots, à un moment elle m'a demandé la différence entre désarroi et désœuvrement. Là c'est assez amusant, il faut savoir quand même, on en avait parlé, je vous l'avais dit au début du cours, que Anna Gavalda a pendant longtemps été prof de français. Le vocabulaire c'est important et en tant qu'auteur, moi je soupçonne qu'elle s'est demandé si il était plus question de désarroi que de désœuvrement pour Elena. Et elle a transformé ça, elle a transformé ce questionnement en faisant un dialogue indirect. Un dialogue indirect, c'est-à-dire que au lieu qu'on ait un dialogue avec les tirets, comme on a vu le long dialogue entre deux, ben là, c'est la narration qui nous raconte ce qu'ils se sont dit. Dialogue indirect, à un moment, elle m'a demandé la différence entre désarroi et désœuvrement. Alors, je ne savais plus, elle a fait un geste pour me signifier de toute façon que c'était sans importance. Effectivement, c'est pas très important, mais le désarroi, c'est assez proche du désespoir. Le désœuvrement, c'est plus proche de la dépression. Quelle est la différence entre désespoir et dépression? On n'en sort pas. Le désarroi, on est perdu par quelque chose. Là, en l'occurrence, elle est plutôt dans le désarroi, elle est désarmée. Le désœuvrement, c'est quelque chose qui ne fonctionne pas et qui fait qu'on n'a plus d'œuvre, une œuvre, un chef-d'œuvre, une œuvre, quelque chose à faire. Le désœuvrement, c'est j'ai rien envie de faire, je suis désœuvré, j'ai envie de me coucher par terre ou de boire une
bouteille de whisky, de Motai, ce que vous voulez. Je suis désœuvré, je suis déprimé. Désarroi, ça me paraît beaucoup plus dur, beaucoup plus définitif. J'ai plus rien, c'est foutu, quoi. Elle disait que tout cela l'avait rendu trop amer ou trop dur. Être amer, c'est l'amertume, c'est des regrets douloureux, une espèce presque de méchanceté envers le passé, envers les gens, ou trop dur en tout cas, trop différent, en tout cas trop différente de ce qu'elle était vraiment à l'origine. Elle avait beaucoup changé, elle se rendait compte, elle se rend compte, elle réalise qu'elle a beaucoup changé du fait de cette maladie qui l'a contrainte à s'endurcir à cause de la souffrance. Nous n'avons presque pas évoqué sa maladie, sauf au moment où elle a parlé de ses enfants, en disant que ce n'était pas une vie pour eux. Peu de temps avant, elle avait voulu leur faire cuire des nouilles, et même ça, elle n'y était pas arrivée à cause de la casserole d'eau qui était trop lourde à soulever, et que non, vraiment, ça n'était plus une vie. Ils avaient eu plus que leur temps de chagrin à présent. Elle m'a fait parler de ma femme et de mes enfants et de mon travail, et même de Marcheron. Elle voulait tout savoir, mais je voyais bien que la plupart du temps, elle ne m'écoutait pas. Voilà. Alors, je ne pense pas qu'il y ait de difficulté. Elle est très affaiblie, elle ne réussit plus à porter une casserole d'eau. Ok. Et elle tient à lui faire parler de sa vie. Pourquoi? Si on était en classe, je choisirais quelqu'un dans la classe et je dirais pourquoi. Pourquoi est-ce qu'elle veut absolument lui faire parler de sa vie? Tout simplement parce que pendant qu'il parle, elle n'a pas à parler de la sienne. Donc quand vous avez quelqu'un qui... Ça ne se fait pas beaucoup en chinois, mais quand vous avez quelqu'un qui vous pose beaucoup de questions, beaucoup de problèmes, c'est quelqu'un qui ne veut pas parler. Quelqu'un qui vous donne la parole, qui vous lance sans arrêt, c'est quelqu'un qui préfère lui ou elle ne pas avoir à parler, ne pas avoir à se révéler. Elle ne m'écoutait pas. Nous étions assis sur un banc écaillé en face d'une fontaine qui n'avait rien dû cracher depuis le jour de son inauguration. Tout était laid, triste et laid. L'humidité commençait à tomber et nous nous tassions un peu sur nous-mêmes pour nous réchauffer. Donc, nous étions assis sur un banc écaillé en face d'une fontaine. Écaillé, ça veut dire que la peinture du banc, on imagine un banc en bois. Alors les bancs en bois dans les jardins publics, généralement ils sont d'un vert foncé, on appelle ça vert sapin ou vert wagon. Et la peinture écaillée, c'est la peinture a vieilli à cause de la pluie, des intempéries, et la peinture s'en va. Si vous grattez un peu, la peinture tombe. En face d'une fontaine avec de l'eau, qui n'avait rien dû cracher depuis le jour de son inauguration. Donc on a une impression d'abandon. Cette fontaine n'a pas fonctionné depuis longtemps, depuis qu'on l'a mise en service, selon Gavalda. Tout était laid, tout était triste et laid. L'humidité commençait à tomber et nous nous tassions un peu sur nous-mêmes pour nous réchauffer. On commence à sentir le froid qui arrive. Voilà. Enfin, elle s'est levée. Il était temps pour elle d'y aller. On en a déjà parlé, je ne sais pas combien de fois. J'y vais, tu y vas, il y va, il est temps d'y aller, on y va, et on part. Souvenez-vous, le verbe aller, absolument nécessaire, indispensable à tous les temps. Elle m'a dit, j'ai une faveur à te demander. Juste une. Je voudrais te sentir. Et comme je ne répondais pas, elle m'a avoué que pendant toutes ces années, elle avait eu envie de me sentir et de respirer mon odeur. Je gardais mes mains bien au fond des poches de mon manteau parce que sinon... Elle est allée derrière mon dos et elle s'est penchée sur mes cheveux. Elle est restée comme ça un long moment et je me sentais terriblement mal. Et je me sentais terriblement mal. Excusez-moi pour le téléphone. Je
coupe, sinon ça va recommencer. Alors, je reprends. Elle est allée derrière mon dos, elle s'est penchée sur mes cheveux, elle est restée comme ça un long moment, et je me sentais terriblement mal. Ensuite, avec son nez, elle est allée au creux de ma nuque, et tout autour de ma tête, elle a pris son temps. Et puis elle est descendue le long de mon cou vers le col de ma chemise. Elle inspirait et gardait elle aussi ses mains dans son dos. Ensuite, elle a desserré ma cravate et ouvert les 2 premiers boutons de ma chemise, et j'ai senti le bout de ses narines toutes froides contre la naissance de mes clavicules. J'ai eu un mouvement un peu brusque. Elle s'est relevée dans mon dos et elle a posé ses 2 mains bien à plat sur mes épaules. Elle m'a dit « Je vais m'en aller. Je voudrais que tu ne bouges pas et que tu ne te retournes pas. Je t'en supplie. Je t'en supplie. » Je n'ai pas bougé. De toute façon, je n'en avais pas envie, parce que je ne voulais pas qu'elle me voie avec mes yeux gonflés et ma gueule toute tordue. J'ai attendu assez longtemps et je suis reparti vers ma voiture. Alors, elle est allée derrière mon dos, elle s'est penchée sur mes cheveux. On imagine que lui, il reste assis, et elle est debout derrière le banc. Elle est allée au creux de ma nuque. La nuque, c'est l'arrière du cou, on en a déjà parlé aussi. Et tout autour de ma tête. Elle inspirait et gardait elle aussi ses mains dans son dos, juste le nez. Alors, elle a desserré ma cravate et ouvert les 2 premiers boutons de ma chemise et j'ai senti le bout de ses narines toutes froides contre la naissance de mes clavicules. La clavicule, c'est le petit os qui est ici. Et voilà, j'ai eu un mouvement un peu brusque. Elle s'est relevée dans mon dos, elle a posé ses 2 mains bien à plat sur mes épaules. Elle a dit qu'elle allait partir, elle m'a demandé de ne pas se retourner. Elle ne s'est donc pas retournée. Évidemment, c'est pas la nouvelle la plus gaie du recueil. Bon, Gavalda joue pas mal sur les émotions. De toute façon, c'est une écrivaine assez talentueuse pour nous faire vivre des situations pas évidentes. Il y a peut-être une part de clichés, de choses qui auraient pu être un petit peu plus fines, un petit peu moins faciles, notamment quant à leurs émotions respectives par rapport à ces 12 ans d'absence. Ça paraît quand même étonnant, 2 personnes qui finalement sont encore amoureuses l'une de l'autre et qui restent séparées comme ça dans des vies séparées pendant 12 ans. Mais peut-être que c'est ça le romantisme finalement. Ça me paraît un petit peu difficile, un peu improbable à vrai dire. Mais peut-être que c'est le romantisme qui a raison et moi qui ai tort. Voilà, si vous avez des questions à poser, comme d'habitude, vous n'hésitez pas, vous m'envoyez un email et je vous réponds. J'espère qu'on se verra prochainement. Je ne sais pas ce que va devenir ce mouvement social, appelons ça comme ça, et je ne sais pas quand est-ce qu'on va retrouver une liberté de circulation qui nous permettra de nous revoir, j'espère le plus tôt possible. Voilà, je vous souhaite une bonne lecture de Gavalda. J'espère que vous reprendrez le texte avec des éléments de compréhension qui vous permettront de le lire d'une manière agréable. Bye bye.